Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous. Je suis Élisée Yonta, analyste financier, économiste. Je fais cette présentation pour parler des Grassfield. Quelle stratégie adopter dans les Grassfield face au Nigeria qui sera la première puissance économique d'Afrique et la quatrième puissance économique au monde derrière la Chine, l'Inde, les États-Unis à l'horizon 2050-2075. C'est important. Alors, certains diront, ben, c'est loin ça, mais je leur rappelle tout de suite que 1990, c'était hier. 1990, c'était hier. Et quand vous comptez de 1990 aujourd'hui, il y a 35 ans qui sont passés. 35 ans. Donc, si vous ajoutez 35 ans à 2025, vous voyez qu'on est en 2060. Donc, ça arrive très vite. Ça va arriver très vite. Donc, mettez un like sur la vidéo. Abonnez-vous. Invitez vos amis à s'abonner sur la chaîne du savoir. En 2075, le Nigeria sera la troisième ou la quatrième puissance économique au monde, avec un PIB qui sera nettement devant celui de l'Allemagne, de la France, de la Hollande, de la Belgique, de la Suisse, etc., etc., du Canada, du Brésil, hein, etc. Le seul pays qui ne sera pas devant le Nigeria, ce sera le seul pays qui ne sera pas devant le Nigeria, ce sera la Chine, l'Inde et les États-Unis. Donc, ainsi sera le monde à cette époque-là. Donc, la question se pose donc au niveau des Grassfield Land au Cameroun. Voilà, la question se pose et le débat mérite d'être posé, même si les élites des Grassfield Land continuent à pratiquer la politique de l'autruche. Vous savez, l'autruche, quand il entend un coup de feu, pam, pam, il plonge sa tête dans le sable et il ressort sa tête quand il n'y a plus de coup de feu. Il pense qu'en plongeant sa tête dans le sable, il est à l'abri. Mais il ne l'est pas du tout, puisque son corps reste dehors. Donc, il faut qu'on en parle. N'en déplaise aux élites Grassfield Land lobotomisées. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on ait le courage d'en parler. Le Nigeria sera la troisième puissance économique, quatrième puissance économique dans le monde dans les 35 années, les 30 années qui arrivent. Non, il faut qu'on en parle. D'abord parce que nous partageons une frontière commune avec le Nigeria. Frontière commune dans les Grassfield. Je rappelle, les Grassfield au Cameroun, c'est tout ce territoire qui part de la Damawa. Ce sont les mêmes peuples, hein. Je ne parle pas de l'histoire fausse qu'on nous a enseigné dans les faux livres d'histoire. La Damawa, la région de l'Ouest, la région du Nord-Ouest, la région du Sud-Ouest, une très grande partie de la région ce qu'on appelle la région du littoral et du centre. Voilà, tout ça, ça forme ce qu'on appelle les Grassfield et de l'Est Cameroun. Parce que quand on parle de l'Est Cameroun, quand si je dis Garoua Boulaye ou Ngaoundal, les gens pensent que c'est dans la Damawa. Non, c'est dans l'Est Cameroun. Voilà, donc, les Grassfield. On pourrait aussi parler du Septentrion, mais j'ai choisi de parler des Grassfield. Donc, vous voyez donc que toutes ces régions de Grassfield, d'abord avec le Nigeria, nous partageons une frontière commune. Nous partageons une histoire commune. Rappelez-vous qu'à la suite d'un référendum, il y avait le Southern Cameroun, le British Southern Cameroun et le Northern Cameroun. Et le Northern Cameroun fut rattaché au Nigeria. Nous partageons une histoire parce que vous, quand vous regardez avec nos frères Igbo qui sont de l'autre côté de la frontière, quand vous regardez les cartes qui sont que les Américains édictent ici dans les années 400, il y a des cartes ici qui datent de 117, 400 après Jésus-Christ sur le calendrier judéo-chrétien. Je précise bien sur le calendrier judéo-chrétien. Vous retrouvez il y avait ce qu'on appelait, j'ai déjà partagé ces cartes, elles sont sur ma page, Élisée Yonta. Ce sont des cartes de l'université de Northwestern. Donc vous retrouvez ces cartes-là, ce sont des cartes qui ont été éditées au début du premier millénaire. Et sur ces cartes-là, vous voyez bien, non, il n'y avait pas la République qui est venue après, du Cameroun ou du Nigeria. Il y avait le royaume Kingdom of Benin
Kingdom of Benin. Et il y avait ce qu'on appelle le royaume du Biafra. Donc, le royaume du Biafra, c'est l'actuel Cameroun. Il y avait la Nubie, etc., etc. Donc, qu'on appelle plus tard le Soudan, etc. Il y avait ces grands royaumes-là. Donc, on était déjà liés par une histoire commune. Donc, avec tous nos frères Ibo, Ibom Akwa, tous ces États-là, Ngombe, qui sont à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Sociologiquement, si je peux m'exprimer ainsi, ce sont des mêmes peuples. Ils ont la même histoire, ils ont la même identité culturelle, mais ils ont subi des attaques, la guerre que leur a livrée. Bon, on va pas revenir dessus, l'administration, les colons avec des alliés, etc., etc. Donc, les Ottomans, c'est une longue histoire. Ça a duré pendant des siècles, plus d'un millénaire. Donc, qui a réussi à déstructurer des territoires qui étaient des territoires avec des populations vivant ensemble, ayant une culture homogène. Mais cela ne change en rien la donne aujourd'hui, puisque avec le développement de l'économie, ces gens devraient pouvoir se retrouver pour travailler ensemble. Donc, cela passe par l'usage de la langue, parce que vous avez déjà au moins 2 régions qui utilisent la langue anglaise. Donc, le nord-ouest et le sud-ouest. Vous avez la région de l'ouest où la quasi-totalité aujourd'hui des parents dans la région originaire de la région de l'ouest ou de la région de l'ouest envoient leurs enfants étudier dans des écoles où on s'exprime couramment en anglais. Donc, les enfants sont parfaitement bilingues. Ça, c'est important, c'est un gain. Et ce qui veut dire que les régions du nord-ouest, donc qui sont dans les Grasslands, et du sud-ouest qui sont dans les Grasslands, seront les portes d'entrée ou de sortie sur le marché nigérian. Ça, c'est important. Parce qu'il y en a d'autres qui pensent que, bon, faire venir un entrepreneur nigérian et lui demander d'avoir 55% du capital et leur donner à eux 45% du capital et s'installer, ça, c'est une alliance factice. C'est une alliance qui ne repose sur rien du tout. Ce n'est même pas une alliance capitalistique. En revanche, le brassage des peuples, la mixité des peuples, les échanges culturels que nous devons commencer à envisager, voir nos rois de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest, commencer à entreprendre des voyages au Nigeria pour pouvoir se connecter avec des rois de là, avoir des échanges avec les autorités administratives, un maillage, ça s'appelle préparer le futur. C'est là où nous aurons à gagner. Deuxième chose, le Nigeria, donc en 2075, aura pratiquement 1 milliard d'habitants. Ça veut dire que compte tenu de sa superficie, il va falloir faire la gymnastique pour pouvoir éviter l'inflation sur les denrées agricoles, sur les matériaux de construction. Ça veut dire que le Cameroun aura dans sa partie Grassland un rôle à jouer parce qu'avec la proximité du marché, en termes de supply chain, cela le considère un avantage compétitif, donc qui va permettre que, en termes de production agricole, en termes d'agro-industrie, en termes de production des matériaux de construction et même de technologie, nous puissions être le plus près possible du grand marché d'1 milliard d'habitants que sera le marché nigérien, pour pouvoir produire et exporter sur ce marché. Je rappelle qu'il y a toujours eu du libre-échange entre le Cameroun et le Nigeria. Voilà. Donc, c'est une grande opportunité. En termes de brassage culturel, donc, c'est un endroit où doivent se rencontrer des cultures qui ont cheminé ensemble pendant plus d'1 millénaire et qui, du fait de la colonisation, ont été un peu dispersées et devraient pouvoir se rencontrer. C'est une opportunité de produire, de déboucher en termes de production agricole. Je prends un exemple. Quelle que soit la quantité de riz que vous produisez dans les Grasslands, il vous sera très facile d'écouler ce riz-là sur le marché nigérian, qui aujourd'hui, c'est un marché qui fait déjà 350 millions d'habitants. Les chiffres qu'on publie souvent là sont des faux chiffres. Le marché, les vrais chiffres ici, là, on sait où les trouver aux États-Unis, sur le National Bureau of Economics. Vous voyez qu'ils estiment déjà la population du Nigeria presque à 400 millions d'habitants, disent-ils, à l'horizon 2028. 400 millions d'habitants. Donc, 400 millions d'habitants, c'est 400 millions de producteurs.
mais c'est aussi 400 millions de personnes qui offrent des opportunités d'affaires donc à nos entrepreneurs locaux, à condition que cela commence à faire l'objet d'un débat dans notre pays. Je dis que vous voulez bien aller vers un pays comme le Nigeria qui a 400 millions d'habitants en 2028 et dont la population va croître pour arriver à terme à 1 milliard en 2075, que d'aller vers un marché, je n'ai rien contre, comme la France, où la population va décroître pour arriver à 40 millions en 2075. Donc, vous ne pouvez pas faire le rapport. Je dis qu'il y aura 25 fois plus de Nigérians qu'il y en aura de population vivant sur le territoire de la France. Et la classe moyenne du Nigeria aura déjà atteint 500 millions à cette époque-là. Donc, tout le monde va courir vers le Nigeria. Donc, premier venu, premier servi, il est temps que dès maintenant, nos entrepreneurs, nos élites, nos rois commencent à avoir une stratégie indépendante du gouvernement qui soit une stratégie centrée vers le Nigeria. Ça passe par, et je redis encore, les ouvertures des aéroports de Bamenda, les ouvertures des aéroports de Bafoussam, les ouvertures des aéroports de Tiko, qui fonctionnaient avant, parce que c'est à partir de là que vous opérez des vols vers le Nigeria. La construction et la consolidation des infrastructures routières. C'est vrai qu'il y a déjà une route qui part de Kumba jusqu'au Nigeria. Il y a déjà une route qui part de Bamenda jusqu'au Nigeria, mais il en faut d'autres. La construction des infrastructures de navigation fluviale ou maritime. Donc, il faut des ports opérationnels à Tiko, comme il y en aura un à Bakassi, mais il faut des ports opérationnels à Tiko, il faut des ports opérationnels à Limbe, qui nous permettent de transporter les marchandises vers le Nigeria. Et il faudrait envisager une ligne de chemin de fer, par exemple l'extension de la ligne de chemin de fer de Nkonsamba, qui pourrait passer par Sanju, rejoindre Kumba et prolonger pour aller jusqu'au Nigeria, pour que nous puissions transporter des marchandises via le rail, car le rail c'est l'un des moyens de transport les plus compétitifs et comme on dit big scale. Donc, il faut envisager ça en termes de politique de supply chain. Et ensuite, nous devons pouvoir développer dans les grasslands l'économie du savoir, parce qu'on peut supposer que si nous avons les meilleures écoles dans les grasslands, avec tout ce que nous avons comme ingénieurs en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, avec des meilleures écoles, on peut attirer les enfants en provenant du Nigeria pour venir faire des écoles. Donc, ça va développer tout un secteur qu'on appelle l'économie du savoir. Et que sais-je encore? Il y a beaucoup de choses à faire, en tout cas entre le Nigeria. Et nous pouvons acheter beaucoup de choses au Nigeria demain. Les camions, etc. Et développer, lever des fonds sur la bourse de Lagos. On en parlera. Suivez les directs que nous ferons sur notre chaîne. On en parlera, les levées de fonds sur la bourse de Lagos pour pouvoir développer des projets industriels. Donc, il y a beaucoup de choses dans ce genre-là. Donc, je tenais à faire cette précision-là. C'était important parce que le futur du monde est déjà en train de s'écrire là. Je veux dire que nous avons grandi avec une économie qui était centrée sur le Canada, l'Europe. Aujourd'hui, c'est terminé. On s'aperçoit que tout ce que nous espérions faire avec l'Europe, pour les Grasslands par exemple, nous pourrons le faire avec le Nigeria. Certes, il y a la question qui revient toujours. Les gens me disent, oui, mais vous êtes dans la CIMAC. Ben, moi, je ne vais pas aller du dos de la cuillère. La CIMAC, ça ne va rien nous apporter. La CIMAC, ça ne nous apportera rien. Je peux vous jurer que ça ne nous apportera rien du tout. La CIMAC, ça ne nous apportera rien du tout. Je ne veux même pas aller trop dans les détails. On pourra en reparler. La CIMAC, ça ne nous apportera pas grand-chose. On ne crache pas sur la CIMAC. On doit continuer à travailler avec la CIMAC parce que ça reste un partenaire comme d'autres. Il y a des opportunités. Que ce soit, c'est parti de l'UDA que c'est arrivé à la CIMAC. Ça fait 50 ans, plus de 50 ans que ça dure. Ça n'a rien produit. Je ne pense pas que ça produira quelque chose. En revanche, un partenariat stratégique entre les Grasslands et le Nigeria, si vous me posez la question en tant qu'économiste, oui, ça nous apportera. Oui, ça nous apportera sur le plan des débouchés agricoles. Ça nous apportera sur les débouchés de notre artisanat. Ça nous apportera sur le plan du transport aérien, maritime, terrestre. Oui, ça nous apportera sur le plan des échanges commerciaux, des produits manufacturés, en termes de débouchés de notre agriculture, en termes de devises pour financer notre économie, en termes de développement de l'économie du savoir, en termes de brassage culturel pour nous retrouver nos frères, nos cousins qu'on a perdus depuis, disons, peut-être 1 ou 2 siècles du fait de la colonisation qui nous a coupés, etc., de la reconstitution d'un grand ensemble, voilà.
Parce que l'Afrique a besoin d'être bâtie autour d'un grand ensemble. Voilà, c'est important de le dire. Hein, je souhaitais faire cette mention à cela afin de, voilà, de galvaniser tous ceux qui nous suivent. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne, formidable, agréable journée. Mettez un like sur la vidéo avec votre pouce. Partagez-la sur vos murs, dans vos groupes. Mais surtout, abonnez-vous sur notre page si vous ne l'êtes pas. Et invitez vos amis à s'abonner sur notre page car c'est la chaîne du savoir. Bonne journée. Bye.